en direct sur l'île Mode. Erev Tov, bonsoir à tous. On se retrouve pour le cours hebdomadaire du docteur Michael Gross, organisé par le Chouk Beno Gross, chaque mardi soir à 20h heure israélienne, 19h heure française. Et ce soir, une pensée toute particulière à la sœur de Suzy. Donc, le cours est consacré Lelou Nishmata, Annie Esther Bat Frecha Zichrona Livracha. Alors, ce soir, Michael, tu vas nous parler d'un sujet passionnant, puisque tu vas nous parler de l'ordre du nouveau livre qu'on ouvre, le livre de Bamidbar, le livre qui va nous parler du désert. Voilà, je suis dans le désert, j'ai mis le fond qu'il fallait. C'est passionnant parce qu'il n'y a pas beaucoup de commentateurs, je pense, qui ont une vue, je dirais, d'ensemble. Il y a beaucoup de commentaires qui parlent d'un Rashi, qui parlent d'un verset, qui parlent… Mais là, tu vas essayer de nous donner quelque chose de plus, une vision plus large. Bechavod, Michael, c'est à toi. Toda Rabba. De temps en temps, on entend dans le marché qu'il y a Tseva Adom et qu'il faut se mettre rapidement dans des sous réserve et dans des miklatim. Alors, je ne sais pas si on nous écoute ici de Ashkelon ou de Ashdod ou de la région du Sud. En tous les cas, nous sommes de plein cœur avec eux. Tarzikou Mahamad, Bezrat Hashem. Et ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je voudrais commencer par la question que nous avons fini la semaine dernière à propos du Mashiach. Et Madame Sigal nous avait dit que le Mashiach n'est pas inscrit dans la Torah, bien que nous avons vu que Rashi et Ramban ont trouvé dans la Parshat Bechukotai et des remazim, des allusions au fait que la Torah promet les temps messianiques. Et là-dessus, je voudrais faire une remarque générale qui est la suivante. Et la Torah, le judaïsme, le peuple juif, il a maintenant presque trois millénaires. Et donc, c'est une endurance qui est remarquable. Mais il faut être conscient qu'aujourd'hui, quand nous vivons notre judaïsme, il ne faut pas penser que la meilleure chose à faire, c'est d'être conforme à l'original, à la version originale. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'il y avait un judaïsme il y a 3000 ans et maintenant on doit essayer de faire exactement comme c'était il y a 3000 ans. C'est impensable et c'est pas comme ça que la Torah nous demande d'organiser notre vie. Et non, c'est pas ça la bonne formule. Il faut pas rechercher quelle était la version originale, mais plutôt la meilleure manière où on peut s'adapter notre manière de vivre à la tradition, pas à la formule originale première qui avait équité et qui est immuable et inchangeante, mais plutôt à la tradition vivante qui évolue et qui change et en fonction des temps. Cette adaptation-là, il faut la faire en fonction de la tradition. Si vous voulez, comme une image, c'est si vous jouez au Lego, tout le monde sait ce que c'est le Lego, et vous avez une brique de Lego où vous allez la mettre. Eh bien, il faut la mettre en haut, au-dessus de la tour qui a déjà été construite par toutes les générations précédentes. Et il faut la mettre de telle manière qu'elle continue cette lancée, cette tradition. On ne va pas mettre la nouvelle brique tout en bas. Non, la construction continue, on s'inscrit, et il faut la mettre comme il faut, la nouvelle brique, il ne faut pas la mettre de travers, parce que si on la met de travers, non conforme à la ligne qui nous a été montrée, alors petit à petit, la colonne plutôt, va incliner et la brique suivante va s'éloigner de plus en plus. Donc, chaque génération amène sa brique qui est différente de la brique qui était précédemment, mais qui s'inscrit et qui se met en bonne position et en stabilité avec tout ce qu'il y avait avant. C'est une continuation, c'est une progression. Et donc, évidemment, là, il y a beaucoup de connexions entre la manière dont nous vivons la Torah et la Torah que nous lisons chaque Shabbat et que nous étudions chaque mardi soir, mais il y a des ajouts
et il y a des changements, et il y a des adaptations qui continuent, il y a des choses qui disparaissent entre-temps. On ne fait plus de korbanot et d'autres choses encore, rien que pour exemple. Et il y a des choses peut-être qui se sont ajoutées par le temps, mais qui ont été sanctifiées par la tradition. Et nous continuons donc cette tradition-là. On n'en a pas l'envergure d'en créer une nouvelle, on n'a même pas l'intention d'en créer une nouvelle. On voudrait être fidèle à cette tradition, à cette continuation-là. Et c'est vrai pour les halachot, et c'est vrai également pour les idées. Et donc l'idée du Mashiach, qu'elle soit, disons, une invention, entre guillemets, des chachamim du deuxième temple ou des nevi'im du premier temple. Ça peut nous contenter, ça peut nous suffire. Et il y a des sages qui ont réussi à retrouver les remazim, les allusions à ce que peut-être a été développé dans les générations plus tardives, mais c'était déjà allusionné dans le texte, dans la Torah. Et évidemment, on peut toujours mettre une question, un point d'interrogation sur cette allusion-là, parce qu'elle n'est jamais, elle n'est pas évidente. On peut peut-être en tirer d'autres conclusions, mais il faut vérifier, est-ce qu'effectivement, ce que la tradition, de la manière dont elle a évolué, est restée fidèle à toutes les briques qui ont été construites auparavant. C'est un travail difficile, c'est un travail qui toujours est accompagné de machloket, parce qu'il y en a qui pensent que oui, il y en a qui pensent un peu différemment, mais finalement, c'est comme ça que nous continuons et que nous avons en tout cas le sentiment que nous restons fidèles à Abraham, Yitzhak et Yaakov et Moshe et la Torah, avec les Nevi'im, avec les Tanaïm, avec les Amoraïm, avec les sages de l'époque, ce qu'on appelle les Rishonim, les Gaonim, les Rishonim, les Achronim, et nous sommes des nanassim al-gabé anakim, comme on dit. Nous sommes des nains qui sont suspendus sur la tête des géants. Alors, on peut voir un peu plus loin, mais ce n'est pas cela. L'essentiel, c'est que s'il n'y avait pas les géants qui nous soutenaient, ben, on serait des nains au sol. Et donc, Baruch Hashem, que nous avons cette tradition qui peut nous supporter et pour nous élever, et nous essayons de ne pas nous tromper et de continuer sur la même ligne autant que possible avec l'aide de Dieu et avec la tfila de Chonen Adha'at. Et donc, je reviens maintenant au sujet, mais vous allez tout de suite voir que c'est un rapport avec le sujet pas de la paracha, mais du livre que nous commençons, qui est le livre de Bamidbar. Et voilà les textes que je vous propose. Et lors du livre de Bamidbar, comment est-ce que le livre de Bamidbar est organisé? Et la question se pose pour le livre de Bamidbar plus que pour les autres. Pour Bereshit, on avait compris, c'est un récit continu dans l'ordre plus ou moins chronologique, et on peut le suivre échelon par échelon, il n'y a pas de problème. Le livre de Shemot, on le passe également sans problème d'un passage à l'autre. On voit la progression dans l'axe historique depuis la sortie de la servitude en Égypte, puis la sortie, puis le passage de la mer Rouge, puis le don de la Torah, et finalement le Mishkan, et tout va en bon ordre. Et le livre de Vaïkra, on l'a vu la dernière fois, il a aussi son ordre à lui, bien que ce ne sont pas des histoires qu'on peut suivre par paragraphe, mais ce sont des lois qui sont coordonnées et qui ont un rapport tel ou autre pour suivre le chemin. Et d'ailleurs, il y a des grands passages qui sont très nets. Alors que lorsqu'on arrive au livre de Bamidbar, on est un peu perdu. On ne sait pas très bien où on est. On est au début, on est à la fin. J'ai là fait toute la liste des sujets qu'on va tout de suite parcourir. Mais j'ai vu dans le Wikipédia, en français, un résumé du livre de Bamidbar, du livre qu'on appelle Les Nombres. Et voilà ce que nous dit Wikipédia
qui est une encyclopédie anonyme. Voilà ce que nous dit le Chacham qui a écrit les lignes suivantes. Les chapitres 1 à 10 du livre donc, des Nombres parlent des préparatifs d'Israël pour le départ du Sinaï. 1 à 10, vous les avez ici. Ça, c'est le numéro des chapitres. Le recensement des guerriers, les tribus, les drapeaux. Ensuite, tout de suite, les Lévi'im. Puis, on exclut du Machané, du camp, les gens impurs. On parle également du Korban Hacham, qui est un peu en dehors. On parle de la femme Sota, qui est également d'une certaine manière exclue de la communauté. Il y a le Nazir, qui est un cas spécial, et la bénédiction des Kohanim. Ensuite, on parle du Mishkan, et tout d'un coup, alors qu'on en a déjà parlé dans le livre de Shemot, je croyais que le Mishkan, ça fait longtemps qu'on a déjà inauguré, mais il y a encore une fois une inauguration du Mishkan au chapitre 7 du livre de Bamidbar, que chaque prince de chaque tribu amène son sacrifice pour inaugurer le Mishkan. Alors, à la même occasion, on intronise également les Lévi'im, et puis arrive la fête de Pessah, puisque l'inauguration du Mishkan était au début du mois de Nissan, arrive la fête de Pessah, et puis on se met en marche. Et on nous dit comment est-ce qu'il faut sonner les trompettes, quand est-ce qu'on se met en marche avec la nuée qui s'élève, alors on se met en marche et on part le départ du mont Sinaï et on se met en mouvement. Ça, c'est les 10 premiers chapitres. Très bien, ça marche. On revient. Et les chapitres 11 à 14 décrivent la marche proprement dite, avec l'envoi des Égyptiens en Canaan et le refus d'Israël d'entrer dans la terre promise. Ça, c'est de 11 à 14. On s'est mis en chemin à partir du mont Sinaï. Tout ça, c'est très bien. Et on arrive donc entre 11 et 14. Ce n'est pas beaucoup, c'est un peu, mais il y a des plaintes. Il n'en parle pas là dans le résumé, mais on s'est mis en chemin. Il y a l'histoire de Myriam qui raconte ce qu'elle a dit, on ne sait pas exactement ce qu'elle a dit à propos de Moshe, et puis ensuite il y a les Meraglim, les explorateurs, et finalement on ne rentre pas en Eretz Israël, on est déjà arrivé au chapitre 14. Les chapitres 15 à 19 notent diverses lois et divers événements historiques. Et là on voit que celui qui a voulu faire le résumé, il ne sait plus très bien comment s'organiser. Il y a diverses lois et divers événements historiques. Et il n'arrive pas à donner un titre à ces lois et à ces événements historiques. Il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs entre... quelles sont les lois qu'il y a ici à partir de ce que nous avons ici? Des libations, les Nesachim, le Chala, les Tzitzit. Et puis tout d'un coup, là, on a un événement historique de Korach. Et puis, encore une fois, il y a des droits des Kohanim et des Lévi'im, encore une fois, et puis la vache rousse, et on ne voit pas très bien comment ça s'organise, tout ça. Et ça, on est déjà au chapitre 19, et je reprends là, et les chapitres 20 à 36, 36 c'est le dernier chapitre, sont l'histoire de la dernière année du peuple dans le désert. Oui, mais là aussi, on n'a pas un titre très précis. Et si on voit ces passages-là, de 19 à 36, alors on a des événements historiques qu'on ne voit pas très bien le rapport. Il y a des événements historiques, puis il y a des lois, sacrifice de Moussaf, et puis des vœux, comment est-ce qu'on fait les Nédarim. Ensuite, et tout ça, c'est sous le titre « La dernière année » du peuple juif dans le désert. C'est très bien, mais c'est pas assez concis. Il nous dit par la suite, les exégèses comme Dennis T. Olson, Arke Harrison, vous voyez, c'est peut-être copié de Wikipédia en anglais. En tout cas, les exégèses structurent le livre en deux. Non, pas en deux. Structurent le livre en 2 à 7 parties. Donc, il y a des exégèses, je ne sais pas qui sont ces gens-là, ils sont sans doute des gens chachamim qui ont étudié le texte du livre des Nombres, mais ils ne sont pas arrivés à décider s'il y a 2 parties, 3, 4, 5, 6 ou 7. Et ils n'ont pas réussi exactement à s'organiser. Selon le bibliste coréen
Von Lee, que je ne connais pas personnellement, la structure bipartie se fonde sur le chapitre 1 à 10, que là on a vu qu'on sait très bien, c'est le départ à partir du Sinaï, et puis ensuite il y a tout ce qui conclut le séjour du peuple au Sinaï qui a commencé dans le livre de l'Exode. Donc, il coupe le livre en deux. Jusqu'au chapitre 10, ça va. Ensuite, il est perdu. Les chapitres 11 à 36 forment un grand récit de migration qui a intégré les éléments du récit de conquête du pèlerinage. Les chercheurs peinent à saisir un fil conducteur dans cet amalgame de prescriptions cultuelles, de listes et de narration. Et les chercheurs ont la peine à saisir un fil conducteur, ils n'arrivent pas à voir où ça mène tout ça. Comment est-ce que ça s'organise? On est habitué dans les livres de Bereshit, Shemot, Vaïkra et même de Varim d'une certaine structure très précise, très logique. Un enfant peut se rappeler facilement où il est dans les parchiotes de ces livres-là, alors que dans le livre de Bamidbar, on est perdu. Et c'est justement ce que je vais essayer d'organiser, de donner une réponse à ces chercheurs, donner un fil conducteur pour voir comment est-ce qu'on peut se débrouiller dans le livre de Bamidbar. J'ai été tenté au départ de dire, il n'y a pas besoin de fil conducteur. On est dans le désert. Dans le désert, on est perdu. Dans le désert, il y a une ambiance, on n'est pas exactement, on ne sait pas très bien où on va. On essaye dans une direction, et puis tout d'un coup, on voit, peut-être c'est un mirage, peut-être que non, on voit sur la droite un puits, alors on va à droite, et puis si on pense que ce n'est pas le bon chemin, on revient, et puis on continue par ailleurs. Et peut-être que la Torah, dans sa forme littéraire du livre de Bamidbar, nous donne une ambiance désertique où une colonne va dans le désert, mais un peu à l'aveuglette. Et ça arrive dans la vie qu'on ne sait pas exactement où on va. Et la gageure est, chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, réagis comme il faut aux événements qui se présentent devant toi. Tu n'es pas toujours le maître de ce qui se passe. Tu n'es pas toujours celui qui conduit, qui a le guidon en main. Mais alors, sache à chaque occasion comment réagir, un peu quelque chose de plus, comment dire, plus souple d'une certaine manière, mais plus contraignant d'une autre manière, parce que tu dois réagir à ce que la vie te présente. J'ai été tenté dans cette ambiance-là, un peu ouverte, parce que quand on voit le désert, ça c'est évidemment une carte, tu peux te dire que c'est comme ça que ces choses vont se passer. Mais malgré cette tentation, je l'ai surmontée, parce que quand on lit la paracha de Bamidbar, oui, la paracha de cette semaine, on voit que c'est pas du tout. Bon, alors on va dans le désert, on va comme si on va à l'aventure sans très bien savoir quels sont les chemins dans lesquels on va parcourir. Non, dans le livre de Bamidbar, en tous les cas au début, c'est très organisé. Tous les gens sont comptés. Tous les gens sont organisés par tribu d'abord, et chaque tribu a sa place exacte autour du Mishkan, et puis chaque famille, et puis chaque personne, et chaque partie du peuple a son rôle à jouer. Le Mishkan, il est au centre. Tout autour, il y a les Lévi'im et les Kohanim, et plus loin, il y a les tribus. On voit que les choses sont très structurées, sont très organisées. Il y a un compte très défini et très précis de chaque tribu, de chaque famille. Et ensuite, on se met en marche et il y a un ordre qui est premier, qui est second, qui est dernier. Et donc, ce n'est pas balagan, comme on aime dire ici en Israël. Ce n'est pas qu'on évolue d'une manière spontanée et on réagit à ce que le désert nous présente. Au contraire, on essaye de prendre ça en main et de s'organiser. Et c'est un peuple qui est très bien structuré derrière Moshe Rabbeinu et l'Arche Sainte, et qui avance dans le désert et qui sait très bien dans quelle direction il veut aller. Il veut aller au pays de Canaan. Il est ici, et il doit aller là-bas. Les choses ne sont pas laissées au hasard, et même
si on pourrait transformer le mot hasard à la émouna, on est confiant, on va, sans exactement, non, on sait exactement où aller, comment aller, qui y va, etc. Donc, il faut trouver un ordre au livre de Bamidbar et essayer d'organiser ces 36 chapitres qui ne correspondent pas entièrement à la distribution des parachiotes. Des fois ça va, des fois ici au milieu du chapitre 4, fini la paracha que nous lirons ce Shabbat, et il y a encore d'autres chapitres qui comme ça sont coupés en deux, mais il y a par exemple le chapitre 25, mais finalement c'est plus ou moins organisé dans ces parachiotes, et puis on est un peu perdu à cause des lois. Tout d'un coup il y a des lois là au milieu du Nazir. Qu'est-ce qu'il fait là? Les libations, qu'est-ce que ça fait ici? La vache rousse, on aurait pu penser qu'elle devrait être à Tazria Metzora. On a parlé déjà des impuretés, alors que ça devait être là-bas. Et non, ça se trouve au milieu du livre de Bamidbar, et ainsi de suite. On a encore ici d'autres lois, on en a déjà dit à propos des Nedarim et du Korban Moussaf. Pourquoi le Korban Moussaf se trouve au milieu du livre de Bamidbar? Tout le monde cherche les Moussafim dans le livre de Vaïkra, là où on parle des Korbanot. Qu'est-ce que ça fait là? C'est pas net tout ça. C'est pas. Et ensuite, on a les lois des villes de refuge. Là aussi, ils ont déjà été mentionnés dans Parashat Mishpatim. Et donc, il faut trouver un certain Momus Vivendi, essayer de voir comment est-ce que ces chapitres-là sont effectivement organisés. On a en tout cas déjà vu un aperçu de l'ensemble du livre de Bamidbar, et on sait où on commence, on sait où on termine, et il faut essayer de voir comment ça va. Et là, c'est déjà un essai, oui, dans cette colonne là, quand on parle des lieux, c'est-à-dire où se trouve Bnei Israël, quand on parle des parchiot du livre de Bamidbar. Et si on organise ça d'une manière géographique, alors on a déjà une orientation assez nette, puisque les premières parchiotes, les premiers chapitres jusqu'au chapitre 9, on est au bas du mont Sinaï. Si vous prenez la paracha, oui, le texte de comment s'ouvre le livre, là, j'ouvre le Chumash. Vayedaber Hashem el Moshe bemidbar Sinaï be'oel Moed. Donc c'est évident, on se trouve Oel Moed, au pied du mont Sinaï, dans le Midbar Sinaï. Vous vous rappelez de la carte? Oui, d'après les chercheurs, c'est dans le sud de cette péninsule. Peut-être c'est un peu plus au nord, peut-être au sud. Il paraît que c'est la montagne de Santa Catarina. OK, mais en tous les cas, on se trouve, d'après explicitement dans le texte, au pied du mont Sinaï, là où on a reçu la Torah. Et tout d'un coup, ou pas tout d'un coup, après une longue station, on part du mont Sinaï et on s'en va. Et le chapitre 10 nous dit la chose suivante. Chapitre 10. Vous avez un Tanakh aussi avec vous? Si vous l'avez, c'est très bien. Et en tout cas, là, on nous dit, ça y est, on part. Et les Mas'e Bnei Israël, le Tzivotam, Vaïsaou. Voilà les stations des Bnei Israël avec toutes leurs armées. Vaïsaou, ils se sont mis en chemin. Et ensuite, on nous dit, Vaïi bin Soa Aaron, Vaïomer Moshe, Kuma Hashem Veyafutsu Oivecha. Le fameux passage que nous disons en sortant le Sefer Torah du Echal, à la synagogue. En tous les cas, on partit du Sinaï, et puis on se met en chemin, et là, c'est pas toujours précisé où ça se passe, si c'est à Kadesh, au début c'est à Kadesh, là où il y a Myriam, où on envoie les Meraglim, la révolte de Korach, on ne sait pas exactement où c'est, mais il semble que c'est également quelque part dans le désert. En tout cas, vers la fin, on arrive ailleurs, on arrive à Arvot Moav, là où se trouvent Balak et Bilam. L'endroit est très précis géographiquement. On sait où on se trouve. On se trouve à Arvot Moav, c'est-à-dire on se trouve, voilà, vous voyez, la Moav, on se trouve là.
quelque part par ici. Donc, on était là, on est parti là, et on peut se dire plus ou moins, voilà la direction. Ça, c'est le livre de Bamidbar qui porte bien son nom, bien que le nom a été donné à cause du premier verset. Évidemment, Bamidbar Sinai. Mais on passe ce désert-là et on arrive à Avot Moab. Et oui, ça, c'est la Rava, comme on appelle aujourd'hui. Et là, c'est Édom et Moab. Et Am Israël se retrouve ici à la fin. Donc, si on organise ça géographiquement, c'est déjà un bon chemin. On sait dans quelle direction on va et c'est organisé donc sans doute sur le circuit qu'on avance à partir de Sinaï jusqu'à ce qu'on arrive à l'entrée d'Eretz Israël. Et donc, le livre de Devarim commencera là où on a fini le livre de Bamidbar, et Moshe Rabbeinu va faire son discours lorsqu'il peut monter sur le Har Nevo et voir l'ensemble d'Eretz Israël quand il regarde à partir de l'Est. Et très bien. Et il faut quand même organiser ça d'une manière plus précise dans les détails, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et on va essayer de ressentir un peu comment dire, l'ambiance que le livre veut nous transmettre d'une manière générale. Et pour cela, j'ai fait appel à des chachamim qui nous ont expliqué ce qui se passe dans la Torah, le Ramban, le Sforno, et puis on a aussi Rashi, et puis là, un chacham qui s'appelle Hanatziv, Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, le maître du Rav Kook, le Rosh Yeshiva Volozhin, et qui a écrit un commentaire sur la Torah qui s'appelle Ha'amek Davar, traduction littéraire de ce titre-là. Ha'amek Davar approfondit la chose. Et il a approfondi et il a écrit un commentaire sur la Torah et une introduction au livre de Bamidbar. Et dans cette introduction-là, on ne va pas toute la lire, mais il nous dit la chose suivante. Il nous explique pourquoi le Chumash de Bamidbar s'appelle Chumash HaPekudim. Les Chachamim, les Tanaïm, ont appelé le livre de Bamidbar Chumash HaPekudim, c'est ce qu'on appelle les nombres. En fait, les recensements. Pourquoi on appelle ça Sefer HaPekudim? Parce qu'on a deux recensements. C'est bien ça, on peut feuilleter rapidement. On a un recensement au début, au chapitre 1, recensement des guerriers, mais on a un nouveau recensement à la fin, au chapitre 26. On peut se dire pourquoi il y a besoin de deux fois, mais ça va. Et deux fois, on nous dit la liste des Nessiim, des princes, des tribus, qui n'est pas la même aux deux fois, mais en tous les cas, on a deux recensements, une au début du livre, au Sinaï, comme on dit précédemment, oui, quand on va quitter le mont Sinaï, et une deuxième fois, il y a un recensement quand on se trouve à Avot Moab. Donc, les Chachamim nous ont dit, ça s'appelle Chumash Pekudim. Très bien, nous enseigne le Rav Hanetziv, Naftali Tzvi Yehuda Berlin, Ikar ההפרש הזה היה ניכר בשני הפקודים. Toute l'histoire de Bamidbar se passe entre ces deux recensements. Pourquoi? On connaît l'histoire, on sait très bien, ce n'est pas les mêmes gens. Ceux qui ont été recensés au premier recensement, ce sont ceux qui sont sortis d'Égypte, qui ont reçu la Torah. Ceux qui sont recensés à la fin du livre de Bamidbar ne sont pas sortis d'Égypte. En tout cas, ils n'avaient pas 20 ans à l'époque. Et ils sont essentiellement nés dans le désert. Ils étaient pour la plupart pas présents au Matan Torah. C'est la génération suivante. La génération première, celle qui a été recensée au départ, elle est restée dans le désert, elle est morte dans le désert. Et donc, on nous dit très bien les Natsiv, fais attention quand tu passes du début à la fin du livre de Bamidbar, tu passes de la première génération à la seconde. Et là, il faut faire attention à la différence qu'il y a entre ces deux générations. Et il nous ramène un Midrash qui nous dit la chose suivante,
Quelle est la différence entre ces deux générations? Amrou Chazal bebreshit Rabba. Veyavdel Elohim ben haor ou ben hachoshech. Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, a fait une distinction entre la lumière et les ténèbres. Ben haor ou ben hachoshech. Et nous dit les Chachamim, ben haor ou ben hachoshech, c'est Sefer Bamidbar. Ça, c'est une allusion au livre de Bamidbar, Shehu Mavdil, qui fait une distinction ben Yotzei Mitzrayim ou ben Bae Haaretz. Une distinction entre la lumière et les ténèbres, c'est la distinction entre la première génération qui est sortie d'Égypte et la seconde qui rentre en Eretz Israël. Et on ne nous dit pas qui est la lumière et qui est les ténèbres. Est-ce qu'on est en progression ou on est en discrétion? Et il ne nous dit pas, j'ai entendu différentes explications. Il y en a qui disent que ceux qui sont sortis d'Égypte et ont reçu la Torah, ça c'est hors qui Torah, or, évidemment, ceux qui sont venus après, eh ben non, ils étaient Rocher, puisqu'ils n'ont pas eu, ils ne se sont pas tenus au pied du mont Sinaï. Et d'autres disent non, au contraire, les premiers, ils n'ont pas eu la chance et le mérite de rentrer en Eretz Israël, donc ils sont restés dans le désert. Zechocher. Les autres, ce sont les ténèbres, alors que la deuxième génération est rentrée en Eretz Israël. Et donc, ils ont mérité de la lumière qui se trouve ici en Eretz Israël. Alors, vous pouvez choisir ou l'un ou l'autre, mais en tous les cas, il y a ici évidemment une grande différence entre la première et la seconde génération. Et c'est cela qu'il faut essayer de saisir. Et jusqu'à quand on parle de la première génération et à partir de quand on commence à parler de la seconde, parce qu'entre les deux, il y a des parallèles. Oui, il y a des choses qui reviennent, entre autres le recensement, mais pas seulement. Si on rentre dans les détails, vous verrez qu'il y a d'autres éléments qui reviennent, les tribus, les drapeaux, etc. Et même, pour qu'on ne fasse pas d'illusion et qu'on ne dise pas qu'il y a une génération qui est tzadikim et l'autre n'est pas tzadikim. Par exemple, les serpents, cette histoire-là des serpents. Oui, vous vous rappelez, ils se sont plaints dans le désert et ils se sont plaints quand ils sont en train de contourner. Ils étaient là. Et là, ils se sont plaints quand ils étaient déjà là à Kadesh Barnea et puis hop, ils devaient faire tout le tour pour arriver ici. Eh ben, quand on doit faire un détour parce que la route est bloquée, alors on se plaint et on râle. Et là, alors, ils ont commencé à râler, on ne veut plus, qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi faire tout ce détour-là? Alors, ils se sont plaints et ils ont été piqués et mordus par des serpents. Alors, ok, bon, c'est pas... Bon, je ne vais pas dire de médisance sur cette génération-là, mais ce n'était pas la première, c'était la seconde. La première aussi, ils avaient des plaintes. Oui, ils se sont plaints qu'il n'y a pas à manger. Ils se plaignent de la manne qui a toujours le même goût. Ils se plaignent qu'il n'y a pas assez de viande. Alors on leur envoie les écailles, pas les écailles, les cailles. Et donc il y a des plaintes dans la première génération, il y a des plaintes dans la seconde. Les premières avaient soif, les secondes également avaient soif. Cette histoire de Massa Meriva, oui, les eaux de Meriva, eh ben, c'est la deuxième génération également. C'est pas la première. La première était presque finie. Et lorsque Moshe Rabbeinu prend son bâton pour sortir de l'eau du rocher, c'est la deuxième génération. Et donc, et ça, waouh, quelle faute terrible! La faute de Peor, qui a causé décimé toute une maguefa, un châtiment qui est très, très grave, qui a été arrêté par Pinchas, oui. Eh ben, c'est la deuxième génération. Ce n'est pas la première. Et donc, on ne peut pas dire qu'une est plus tzadika que l'autre. C'est pas ça on ne passe pas d'une génération qui a trébuché et qui a été fautif, on arrive à la deuxième génération qui corrige les erreurs de la première. Non, c'est pas toujours comme ça que les générations plus jeunes corrigent les générations et les erreurs des générations
précédentes, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Et étant de voir, et la chose est de rentrer dans l'ambiance des choses, et on va se contenter des titres qui évidemment sont un peu subjectifs, mais j'ai essayé d'être fidèle à ce qui est marqué. Et regardez ce qui se passe au début. Là, tout le monde est d'accord pour les 10 premiers chapitres. C'est une ambiance très, comment dire, très enivrante, très meromémet, qui élève, parce qu'il y a un recensement d'abord qui est des 10 tribus qui sont notées, qui sont organisées. Il y a des drapeaux. Chaque groupe, chaque 3 tribus se met ensemble et ils se mettent tout autour des 4 de nord, sud, est et ouest et s'organisent autour du Mishkan. Ça donne une impression d'un peuple très bien organisé, très bien structuré. Chacun sait sa place et chacun est fier d'appartenir à sa tribu et suit le chef de la tribu et on note les gens et vraiment on a l'impression que les choses fonctionnent comme il faut et on donne des fonctions. Dans le livre dans la tribu de Lévi'im, chacun sait exactement quelle partie du Mishkan il est responsable, qu'est-ce qu'il construit, qu'est-ce qu'il se transporte, qu'est-ce qu'il démonte, et tout ça est formidable, c'est la paracha de cette semaine. En plus, on a l'exclusion des impurs. C'est-à-dire, on nous dit, tu mets en dehors du machané tous ceux qui ont une impureté, donc ceux qui restent à l'intérieur, ce sont les purs. Évidemment, nous avons une impression, et il y en a qui partent pour un temps court, il y en a qui restent en l'extérieur pour plus longtemps, mais en tous les cas, dans le camp, dans le machané Israël, il n'y a que les purs, ceux qui sont, et d'ailleurs, qui ishlevet avotam, chacun dans sa famille, dans sa tribu, etc. Ceux qui sont fautifs, ils peuvent amener un korban hacham, et s'il y a des problèmes de fidélité dans la famille, alors ça aussi c'est résolu. On arrive même au nazir, qui donne une impression que dans ce contexte-là, qu'on fait même du surplus. On veut même des choses qui sont permises, on s'abstient. Nazir l'Hashem, Kodesh l'Hashem, et ensuite arrive Yevarecha Hashem veishmerecha, Yaer Hashem panav elecha vichunecha, Issa Hashem panav elecha viyasem lecha shalom, Birkat Kohanim. Cette ambiance-là, elle est bonne, elle nous élève, elle nous enchante, elle nous rassure, elle nous donne. Ensuite, il arrive le Mishkan, inauguration du Mishkan. Alors là, on a 3 endroits dans la Torah où on nous raconte l'inauguration du Mishkan. Il faut peut-être en faire un peu la chronologie des choses, mais en tous les cas, le fait qu'à ce moment-là, dans ce contexte littéraire-là, on nous parle de l'inauguration du Mishkan, et c'est un chapitre long. D'ailleurs, la Parashat Nasso, c'est la plus longue de toute la Torah, justement parce que chaque prince de chaque tribu amène son tribu, on peut dire, au Mishkan. C'est toujours la même chose, mais on le répète, sans doute pour nous dire, voilà ce qu'a amené Shevet Rouven, voilà Shevet Shimon, voilà Shevet Yehuda, voilà, un après l'autre, chacun amène et participe, et c'est vraiment une fête, et on ne nous parle pas de ce qu'on sait déjà de Sefer Vaïkra, que lors de l'inauguration du Mishkan, il y a eu la tragédie des enfants de Aaron. Ça, c'est pas dans le texte ici. On n'en parle pas. C'est éliminé du texte. Donc, on reste avec une ambiance très de pureté et d'une élévation spirituelle impressionnante. Et on introduit les Lévi'im. Et on fait Pessah Rishon, et même Pessah Sheni, et on se met en marche. Alors, évidemment, cette marche-là, et là, je reprends maintenant la fin du chapitre 9, si vous l'avez devant vous, on s'est mis en marche, oui, juste avant le chapitre 10, et non, c'est la fin du chapitre 10, pardon, et là, vraiment, on arrive au summum. Et il faut s'imaginer le peuple juif qui quitte le Har Sinaï, et qui sait très bien où il va et qu'il est enivré, il n'est pas enivré, mais il est extasé, et il nous dit, le texte nous dit à ce moment-là la chose suivante, Vahi bin Soa Aaron. Voilà l'Arche sainte qui se met en marche.
avec le Mishkan, avec tout ce qu'il faut. Vayomer Moshe, Kuma Hashem veyafutsu oivecha veyanusu mesanecha mipanecha. Lève-toi, l'Éternel, que tes ennemis soient chassés et qui s'éparpillent tous celui qui sont haineux. Et c'est avec cela qu'on se met en marche. Et on se met en marche pour aller où? Pour aller où? En Eretz Israël, on le voit presque, c'est au-delà de la... Oui, on reprend la carte, si on se trouve ici, c'est assez loin. Mais sans doute que ce n'est pas tellement ici parce que le texte nous dit, Vaïsou, je lis au chapitre 10, verset 33. Vaïsou me'ar Adonai derech shloshet yamim. C'est un chemin de 3 jours. Ve'aron brit Adonai nosea lifnehem derech shloshet yamim latur lahem menucha. Donc, ils passent, ils sont très proches. Ils pensent faire ça en 3 jours. À partir d'ici, ça met plus de temps. Et peut-être ça mettra 11 jours, disons. Mais en tous les cas, c'est pas, c'est une démarche et c'est une mise en marche et très, avec beaucoup d'assurance. Kuma Hashem veyafutsu oivecha veyanusu mesanecha mipanecha. Et donc, ceux qui vont faire chasser ceux qui veulent nous empêcher peut-être encore de rentrer, eh ben ils vont s'évanouir, ils vont s'évaporer là, ils vont pas rester, ils vont fuir. Pourquoi est-ce qu'ils vont fuir? Pas parce que nous sommes la meilleure armée du monde, mais parce que nous avons le Aaron Abrit qui vient devant nous, et donc on est très assuré qu'on va rentrer en Eretz Israël, la tête haute, c'est-à-dire avec fierté, mais également avec une inspiration et une aspiration spirituelle qui nous amène en Eretz Israël, comme a été promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov, ou V'nucho Yomar, et lorsqu'on arrivera, Shuva Hashem Rivavot Alfei Israël, et tout va se mettre en place et très joliment et d'une manière très formidable, et il n'y a pas de problème et tout est pour le mieux. Et on aurait dû s'arrêter ici avec le livre de Bamidbar, mais nous arrivons au chapitre 11. Qu'est-ce qui se passe au chapitre 11? Les plaintes, les cailles, les anciens. Pourquoi il y a des anciens? Parce que mon cher Rabbi nous dit, je ne peux plus supporter, je n'ai pas de force pour supporter ce peuple. Là, on nous met, et là, il faut faire attention, parce que ça, c'est le Kleenex. Là, on est dans le problème. Et on ne sait pas très bien quel était le problème. Le texte n'est pas entièrement clair, mais ça vient nous dire qu'en fait, dans cette ambiance générale, dans cette idée-là, lorsque les gens se sont mis en marche pour arriver en Eretz Israël avec dans la tête, évidemment, tout va se passer comme il faut. Comme nous avons passé la mer Rouge, de la même manière, on va continuer notre chemin et on va rentrer en Eretz Israël et tout va, Eretz Zavad Chalav Udvash, on n'aura que du miel et du lait, il n'y aura pas de problème. C'est ça qu'ils avaient en tête et c'est évident. Mais en chemin, en allant et en avançant, et ils se sont dit, en attendant, c'est peut-être pas très réaliste, ça, c'est peut-être pas, il y a peut-être quelque chose qui c'est peut-être dangereux. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et ils se sont mis dans la tête, Vaïtzak Ha'am el Moshe. Ils ont commencé à se plaindre. Et dans la marche, encore une fois, on ne sait pas exactement de quoi ils se plaignent, mais ils se sont rappelés, en Égypte, on a mangé, on avait des poissons, et on avait des avatichim, et on avait des choumim, et tout ça chinam, et tout ça gratuitement. Ça veut dire gratuitement. Je crois que celui qui nous a expliqué le Midrash, et Rachid le continue, gratuitement, ça veut dire normalement, pas miraculeusement. Normalement, on avait de quoi manger. Celui qui travaille, il a de quoi manger. Et là, on veut nous amener à une certaine ambiance spirituelle où tout va aller pour le mieux, dans le meilleur des mondes, par la force du Aaron Abrit qui se trouve devant nous. Il y a des gens qui ont commencé à réfléchir, est-ce qu'il faut mieux pas apprendre nos directives? Peut-être qu'il faut faire des provisions.
peut-être qu'il faut s'organiser pour voir qu'est-ce qu'il y a là-bas de l'autre côté de la montagne. Qui sont ces gens-là qu'on risque de rencontrer par là-bas? De quoi ils ont l'air? Et ce n'est pas seulement le bas peuple qui s'est plaint, mais cette ambiance-là de vérification et de, comment on appelle ça, de bikoret. Oui, il faut voir, il faut vérifier les choses et à frapper également l'élite du peuple. Et même dans ce contexte-là, on peut voir que Myriam se pose des questions à propos du comportement de Moshe Rabbeinu. Et finalement, lorsqu'on arrive aux explorateurs, ce n'est pas, comme on a souvent l'impression, que tout allait pour le mieux jusqu'on arrive au Meraglim et pouf, ceux qui sont revenus, ces explorateurs ont fait un mauvais compte-rendu et alors la veste s'est renversée. Non, c'est pas comme ça l'ambiance que nous donne le livre de Bamidbar dans les parashiot Be'alotra et Shlach. Ce qui se passe, c'est que cette plainte-là, disons d'une autre manière, cette impossibilité ou cette non-compatibilité du peuple d'une manière générale à assumer sa grandeur spirituelle. Ils étaient tellement, disons, hauts, élevés, d'une ambiance tellement sûre d'eux et de leur tzadikout, de leur manière de vivre et de penser, et d'être si proches d'Akadosh Baruch Hu qu'ils ont eu peur d'eux-mêmes. Ils ont pas penser comme ça, que comme ça pourrait continuer. Il faut voir les choses d'un autre angle. Et c'est ce que fait Myriam, et c'est ce que font les explorateurs, et c'est ce qui fait que finalement, les départs étaient très enivrants, mais ils ne sont pas arrivés. Ils ne sont pas arrivés sans doute à cause de cela, parce qu'ils ne pouvaient pas arriver de cette manière-là, avec comme si Abraham est arrivé en Eretz Israël avec un esprit tellement spirituel et tellement idéal. C'est difficile de rester au niveau idéal haut du mont Sinaï. Et pour cela, il faut rappeler le Ramban que j'ai mentionné ici. Regardez ce que le Ramban dit dans son introduction de la paracha. Il nous dit la chose suivante. Et qu'en fait, le Ohel Moed, le Mishkan, il est une continuation du Har Sinai. ועתה יגביל את המשכן להיות במדבר, כאשר הגביל הר סיני להיות הכבוד שם. C'est-à-dire, lorsqu'on avance avec le Mishkan au centre, et tout le peuple est autour, et ça donne une impression, voilà, le Har Sinai, cette émotion-là que nous avons eue lorsqu'on a reçu la Torah, elle nous accompagne, elle nous suit. Et donc, c'est ça qu'on va amener maintenant en Eretz Israël. Il n'y a pas de nouvelles mitzvot dans le livre de Bamidbar, nous dit le Ramban. Et En Basefer Hazeh, mitzvot noagot le dorot. On vient avec le Mishkan et vivre à ce niveau-là, c'est difficile et ça a élevé certaines appréhensions. Et là, il y a eu problème. Et à ce moment-là, et donc, on est déjà en chemin, mais au milieu du chemin, il y a cassure. Et la cassure se passe ici, là, au chapitre 14, oui. Là, c'est la défaite, la faillite. Et à partir de là, on va continuer à tourner autour dans le désert pendant 40 ans. On ne sait pas exactement quand s'est passée la révolte de Korach, mais d'après le texte, c'est une suite logique du problème des explorateurs. Et il y a eu la suite là aussi également, elle est logique. Là, elle est moins logique, la chose de la vache rousse. À la fin du chapitre 19, et là, j'ai mis un trait rouge. Et pourquoi un trait rouge? Parce que ce trait-là a été tracé par les Chachamim, Rashi et Ibn Ezra. Rashi, pas dans notre livre, mais dans le livre de Dvarim. Et au début du livre de Dvarim, nous raconte Moshe Rabbeinu. Lorsque toute la première génération est décédée, Vaïdaber Hashem Elai Lemor, Akadosh Baruch s'est adressé à moi
Ata over hayom et gvul Moab, maintenant tu vas passer vers Moab. Et Rachid nous ajoute, fait le rapport entre ces deux versets, le verset 16 et le verset 17. Lorsque tout le monde est mort, alors Akadosh Baruch Hu s'est adressé à moi. C'est-à-dire, d'après Rachid, à partir du moment où les Meraglim sont revenus, jusqu'au moment où Moshe Rabbeinu reprend la marche vers Eretz Israël, il n'y a pas eu de parole divine à Moshe Rabbeinu. C'est 38 ans. C'est 38 ans qui se passe ici. Oui? Et la vache rousse, c'est la dernière chose, disons plutôt la première chose qui va être dit à Moshe Rabbeinu à la fin des 39 années dans le désert. Et c'est ce que nous dit le Ibn Ezra. On va le reprendre, voilà, et là. Chodesh Harishon. On est là au début du chapitre 20. Oui, le chapitre, la vache rousse, c'est le chapitre 17. Et le chapitre 20 commence par le verset Vayavo bnei Israël kol ha'eda midbaratzin b'chodesh harishon vayeshev ha'am bekadesh vatamot sham Miriam vatikaver sham. B'chodesh harishon, c'est le mois de Nissan, mais de quelle année? Nous dit Ben Ezra, c'est la 40e année. Nous sommes à la fin. Nous étions au début, maintenant on va tout de suite revenir en haut, mais nous étions au début, nous sommes passés à la fin. Il n'y a pas dans la Torah klal, shum maaseh, aucun événement historique. On ne voit et aucune prophétie, rak bashana harishona, la première année de la sortie d'Égypte, et à la dernière année. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Si on reprend notre tableau, alors la première année, c'est là. Nous sommes jusqu'au chapitre 10. Ça, c'est la première année. Ou disons plutôt la seconde, oui. C'est-à-dire la première année, et ils sont arrivés avec la construction du Mishkan. À partir du moment, ça c'est Rosh Chodesh Nissan, la fin de la première année de la sortie d'Égypte. Et ensuite, tout de suite après, ils se mettent en marche. Et la 40e année, c'est là, au chapitre 20. Donc, tout ce qui se passe dans le livre de Bamidbar, c'est la première année dans le désert et c'est la dernière année dans le désert. Qu'est-ce qui se passe pendant 38 ans? Nous dit Ibn Ezra, shtika, muet, il n'y a rien. On ne nous dit pas, la Torah ne nous en parle pas. Et ça, c'est impressionnant. Pourquoi? Parce que, en fait, ça vient nous dire qu'il y a des époques mortes dans l'histoire du peuple juif. Il y a des temps où il ne se passe rien, où rien ne bouge, où ce qui bouge ne compte pas, où ce qui se fait, c'est simplement un changement, mais qui est un changement dont on n'est pas conscient et on va seulement en prendre conscience quand on va en sortir. Il y a des époques qui peuvent durer longtemps. Il y a des communautés entières qui étaient pendant les 2000 ans de Galoute, dont on ne sait même pas qu'ils existaient. Et tout d'un coup, on trouve un papyrus, ou on trouve une marque, il y avait là des Juifs. Pendant combien de temps? Pendant 500 ans. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Rien. Absolument rien. Et tout d'un coup, et donc il arrive, et ça peut se faire, et qu'il y a une tradition qui se transmet de bouche à oreille, de parents à enfants, et ça sort finalement à la fin, mais entre les temps, c'est midbar, c'est le désert. Et là, on arrive on appelle ça, où j'ai mis là, et je cherche le chapitre 19, le voilà, la vache rousse. Elle purifie. Elle est en bonne place ici. La première génération est morte, et la mort, elle tâche, et il faut se purifier de la mort. C'est pour ça qu'il y a la vache rousse, justement là, pas ailleurs dans la Torah, mais à ce moment-là, lorsqu'on passe de la génération précédente et on va commencer la génération future, alors on doit se purifier des morts que nous avons laissés en chemin. Et c'est pour ça que nous avons ici la vache rousse. Et à partir de ce moment-là, commence la deuxième partie du livre de Bamidbar. Jusque-là, c'était avec les premières générations. Maintenant, nous sommes avec la seconde génération. La seconde génération n'était pas au pied du mont Sinaï.
ils se dirigent vers Eretz Israël avec une autre tête, avec une autre ambiance. Ils ne sont pas dans cet émerveillement qu'il y avait au départ. Non, on continue la route, et la route est difficile. Il faut contourner le pays d'Édom et de Moab. Il faut avoir de l'eau à boire. Et là, Moshe Rabbeinu et Myriam et Aaron, au début, savent déjà qu'ils n'arriveront pas à la fin du chemin. Et eux, ils faisaient partie de la première génération. Ils ne font pas vraiment partie de la seconde. Et déjà au chapitre 20, on nous dit tout de suite, Myriam et Aaron ne vont pas continuer, et ça va passer à la génération suivante, c'est d'autres personnes, d'autres dirigeants, et on ne sait pas exactement quelle est la faute de Moshe, peut-être qu'on va en parler quand on arrivera à la parashat Roukat, mais en tous les cas, et c'est dans la logique des choses que Moshe Rabbeinu doit amener le peuple juif jusqu'aux limites de Eretz Israël, mais étant donné que lui fait partie de la première génération, il ne passera pas en Eretz Israël parce que ce n'est que la deuxième. Et ce n'est pas une question de tzadikout ou de rishout, ce n'est pas une question à combien, c'est une autre ambiance. Et la Torah, et là, pour ça, je reprends ce que j'ai dit au début. Les générations se suivent. Il n'y aurait pas eu la deuxième génération s'il n'y aurait pas eu la première. C'est évident. Mais l'ambiance a changé. Et donc, l'ambiance du livre de Bamidbar, quand on arrivera à Parashat Roukat, Balak, Pinchas, c'est plus l'enivrement qu'on avait au départ, c'est des problèmes. On a des problèmes avec les serpents, on a des problèmes avec la conquête des Émoris, on a des peuples qui ne sont pas d'accord avec nous, et on fait des fautes, et on se trompe, et on tombe. Mais finalement, oui, on arrive et on nomme Yoshua, et il y a les filles de Tzlofrat qui veulent une partie de la terre parce que Tzlofrat est décédé, et finalement on arrive. Et Moshe Rabbeinu, d'une manière vraiment extraordinaire, arrive à amener ce peuple-là au bout de son périple, et c'est de cela que par la fin du livre de Bamidbar, de là, on arrive. Il y a une récapitulation de tout l'itinéraire qui a été passé, mais l'ambiance a entièrement changé. L'ambiance, ce n'est plus un peuple qui se trouve au pied du mont Sinaï et qui automatiquement passe en Eretz Israël, mais à une adaptation des idées, une adaptation du mode de vie. Ils ont appris dans le désert comment on vit la vie courante en respectant la Torah, et ça, on va le voir quand on parlera des Meraglim, et c'est à peu près l'idée que nous dit Maïmonide dans le livre des Égarés, c'est que ce passage du désert était un apprentissage pour pouvoir rentrer en Eretz Israël d'une manière beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus logique, et ce n'est pas la faute des Meraglim. Yoshua aussi, on verra des Meraglim, mais ce sera très accepté, il n'y a pas de problème, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire la guerre, avec une tactique et avec une stratégie, et savoir combien on est et comment on distribue le patrimoine que nous devons à vivre. Qu'est-ce qu'on fait avec les villes de refuge, etc., etc. C'est comme ça que finit le livre de Bamidbar. En d'autres termes, le livre de Bamidbar nous a montré que, en fait, il y a un niveau idéal et qu'on appelle Ratsouille, peut-être que c'est comme ça qu'il aurait dû faire, mais il y a un niveau qui est beaucoup plus matsouille, qui est beaucoup plus réel et beaucoup plus réaliste. Et la Torah ne transforme pas les gens des Rechaïm en tzadikim pour pouvoir réussir, mais au contraire, la Torah dit, bon, c'est comme ça que ça doit être parce que vous êtes des hommes et vous êtes comme ça constitués, eh bien, on va arriver au but avec ce que nous avons devant nous et on va essayer de réussir notre périple. Et finalement, Baruch Hashem, nous sommes arrivés jusqu'à aujourd'hui en Eretz Israël. Je ne sais pas, on a dit la semaine dernière que le peuple juif ici en Israël, Kulam Tzadikim, oui, d'une certaine manière, mais d'une autre manière, c'est des gens normaux qui vivent une vie terrestre normale, essayent d'y mettre une spiritualité, essayent d'y mettre un idéal,
et plus ou moins y arrive. Et en tous les cas, cet effort-là, c'est celui-là que le monde du livre de Bamidbar s'organise autour, je pense, de passer du Har Sinai au Arvot Moav. Et c'est une chute, c'est peut-être Rocher au niveau idéal, mais c'est une montée vers une vie terrestre et pleine d'idéal et pleine de Emouna et Bakadosh Baruch Hu. Et là-dessus, je termine en vous souhaitant d'abord qu'on ait de bonnes nouvelles sur la situation bitronite et deuxièmement que Chag Shavuot et Besimcha, Chag Matan Torah. Et la semaine prochaine, mardi prochain, c'est Isru Chag en Eretz Israël, c'est Yom Tov Sheni en Chutz Laaretz. Donc, je ne sais pas quand finit Shavuot chez vous en France où vous êtes. Ici, on sera déjà après Isru Chag, donc on fera court normalement, Bezrat Hashem. Et tout celui qui peut participer, on est le bienvenu. 2-3 minutes pour des remarques, s'il y en a. Toda Rabba, merci beaucoup, Michael. Et voilà, Michael, tu peux rallumer ton micro et on a encore 2-3 minutes pour poser des questions. Tu nous as fait de l'ordre, c'est le cas de le dire. Allez-y, chers amis. Et Claude, Jechavod. Non, mais merci. C'est la première fois qu'on a, comme a dit Johan, un cours qui donne toute la perspective de tout un livre. Oui. Maintenant, Oui, mais la Torah est comme ça faite. Il faut voir dans l'ensemble, il faut voir des fois un mot, même une lettre. Oui, mais je crois que dans le livre de Bamidbar, c'est Midbakesh, ça. Ça, je trouve que c'est humain de parler de la lassitude, c'est-à-dire l'enthousiasme et ensuite la vie quotidienne et la... Oui, psychologiquement, c'est pas facile. Je sais pas si vous avez déjà été enthousiasmé de quelque chose et combien de temps ça a duré. Heureusement. Et oui, on a des fois cette force-là, cette énergie, ce surplus d'énergie. On est high et on fait des choses extraordinaires, mais des fois on a peur de soi et c'est ce qui est arrivé à l'époque des Meraglim. Et il faut savoir reprendre la vie courante et essayer d'y injecter. C'est pour ça que, en tout cas, les mitzvot ont été donnés. Je crois que c'est finalement le but de la Torah. Et en tous les cas, Johan sera certainement d'accord avec moi là. En Eretz Israël, il faut réunir ces deux possibilités-là. Si on a la tête en l'air, on ne peut pas être en Eretz Israël. Eretz Israël, le terme le dit, c'est la terre d'Israël. On a les pieds sur terre. Et avoir les pieds sur terre et la tête au ciel, c'est pas facile, mais c'est ça finalement. C'est comme ça qu'on nous amène de Har Sinai au Har Moria à Yerushalayim. Oui. Je suis Simra, j'ai une question. Peut-être il y en aura plusieurs en même temps. Ma question est par rapport à la réception de la Torah et des tables. Quelles sont les générations? C'est la deuxième, la troisième génération qui reçoit les tables, les premières, les deuxièmes. Comment ça se passe? Non, c'est la première, celle qui était au Mont Sinaï. Les tables de la loi, c'est la première. Oui, c'est la première qui reçoit les tables et puis aussi la Torah orale, parce qu'il y a la Torah écrite et la Torah orale. C'est à quel moment qu'il y a la Torah écrite et la Torah orale qui sont reçues? Quand elle a commencé la loi orale, à votre avis? Au moment où la Torah était donnée? Non, avant. Peut-être avec les explications. Avant. Ah non, la Torah orale. C'est justement, la Torah orale, c'est la Torah qui a été dite oralement par Moshe Rabbeinu, avant même qu'il l'a écrit. Mais les explications. Les explications, il a commencé lui-même. Si Moshe Rabbeinu a dit un verset et pas tout le monde l'a compris, alors il a expliqué ce verset. Il l'a expliqué oralement et il n'a même pas écrit l'explication.
Donc, même les explications et les détails concernant les mitzvot que Moshe a dit, c'était parallèlement, d'après la formule des Chachamim, Torah Shebichta avec Torah Shebe'al Peh, la loi orale et la loi écrite sont descendues ensemble au Har Sinaï. Parce qu'on ne peut pas diviser l'un de l'autre. Tout à fait, oui. D'accord. Donc, c'est la première génération, si je comprends bien, c'est la première génération. Mais combien de fois Moshe, il monte pour recevoir, pour avoir la Torah, en fait, combien de fois? Oui. Combien de fois? Oui. On a déjà parlé de ça une fois, peut-être on en reparlera lorsqu'on arrivera au livre de Dvarim. 2 fois ou 3 fois, c'est pas défini. C'est pas clair. Ça demande explication et interprétation exactement. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas à chaque fois? Mais d'après, disons, la chronologie qui est généralement acceptée, il monte 3 fois 40 jours, ce qui nous amène à partir de Chag HaShavuot, qu'on va bientôt célébrer. Si vous comptez 120 jours, vous arrivez plus ou moins à Yom Kippour. Ah, d'accord. Ah, ok. Ouais. Maintenant, c'est plus clair. Toda Rabba. Mamash toda. Merci à vous. Shalom, shalom. Merci beaucoup, Michael. Demain, on a une magnifique soirée. On a une magnifique soirée demain qui nous attend en partenariat avec le Chug Benogros. On pourra entendre, entre autres, le Rav Bochko. On aura un intervenant des États-Unis, de France. Bref, vous avez reçu l'information. Donc, à demain soir, préparation au don de la Torah. Tolto, bonne fin de soirée. Encore une information. Nous envisageons de faire un Shabbat pour qu'on puisse se connaître un peu plus, et essentiellement pour ceux qui sont ici en Israël, mais même ceux qui peuvent venir de France pour Chim Abayim, on essaye d'organiser un Shabbat plein dans un hôtel ici